Salut les juristes. J'avais envie de vous faire part d'une lecture récente, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur mon compte Instagram. Un bouquin qui s'intitule L'humain, l'humanité, le progrès scientifique, publié chez Dalloz. Les thématiques principales de ce bouquin sont l'éthique, le droit et les sciences dures. Le droit et l'éthique sont intimement liés. L'éthique, qui se rapproche en quelque sorte de la morale, commande parfois le droit. C'est en vertu de l'éthique, en respect de l'éthique, que certaines dispositions législatives visant à autoriser ou à l'inverse à interdire des actions pourront être prises. Par exemple, pourquoi est-ce que le clonage humain est interdit? En raison de l'éthique. D'une société à l'autre, l'éthique peut être différente. Et là où l'éthique conduira par exemple à une interdiction de la part de la loi, elle pourra ailleurs à l'inverse conduire à une autorisation de la part de la loi. Enfants à la carte, clonage humain, médecine régénérative, nanotechnologie, immortalité, tous ces sujets amènent les auteurs de ce livre à se questionner. Et l'éthique donc reste le fil conducteur de cette réflexion. C'est un bouquin qui est composé de différents articles, donc vous risquez pas de vous ennuyer, et le premier article dont j'aimerais vous parler s'intitule « Éthique du soin et de la peine ». Si vous aimez le droit pénal et les sciences criminelles, vous adorerez cet article. Chaque fois qu'il nous rouait de coups, qu'il nous torturait ou qu'il nous tuait, il riait. Un jour, deux gardiens, ils avaient à peine 16 ou 17 ans, ont sauté à pieds joints sur la poitrine du plus âgé de notre groupe jusqu'à ce qu'il meure. J'étais terrifié. Pédophilie, meurtre, viol, torture, cannibalisme, génocide, les auteurs de ces actes méritent-ils des considérations éthiques? Doit-on se poser la question des raisons de ces pratiques? Doit-on parler d'une nécessité de les punir ou plutôt de les soigner? L'éthique revient à tenter de comprendre les causalités psychiques conduisant aux actes les plus ignobles pour que cessent les bégaiements transculturels et transhistoriques de la criminalité. Autrement dit, l'éthique serait un moyen d'étude des comportements incriminables qui permettrait de mettre en avant les lacunes de notre société en matière de prévention des crimes et de traitement des criminels. Qualifier le criminel de monstre, de prédateur, de sadique n'explique pas la monstruosité, la prédation ou le sadisme d'une torture. La qualification juridique ou la compassion sociale soulage le désir de vengeance, mais pas le désir de comprendre. Cet article est à mon sens une parfaite épreuve de conservation de son esprit critique. C'est facile d'être à première vue en désaccord avec l'auteur, mais il peut aussi être très facile de se laisser convaincre par sa dialectique et une récurrence de termes parfois très techniques. Je vous conseille le dictionnaire pour cet article. Il est pour moi indéniable que certaines remarques relèvent du bon sens, comme la nécessité de détecter puis de soigner certains futurs pédophiles dans la mesure où chaque année, des jeunes adultes se suicident face à l'oppression de leurs pulsions. Mais doit-on toujours parler de nécessité de soigner quand le pédophile ne se sent pas oppressé par ces mêmes pulsions? Jusqu'où peut-on chercher à comprendre? Et si tout en théorie peut être compréhensible, tout doit-il en pratique être compréhensible? Un autre article de ce livre qui m'a beaucoup intéressé et dont j'ai parlé sur Instagram déjà, s'intitule « Le corps régénéré, la lutte anti-âge et la quête d'immortalité ». J'avais déjà été passionné au début des années 2000, peut-être vers 2005, par un documentaire sur Arte ou Planète, je me souviens plus très bien, au sujet d'un généticien, informaticien de profession, qui se nomme Aubrey de Grey. But I do think it's very probable. In fact, I think it's quite likely that the first person to live to 1,000 is already in their 40s or 50s, and perhaps even older. La médecine régénérative constitue l'une des avenues principales de la société post-mortelle, où la mort est considérée comme une maladie ou comme un accident pouvant être évité grâce à des dispositifs de contrôle sécuritaire. Jusqu'à récemment, l'allongement de l'espérance de vie dans les sociétés développées était essentiellement dû à la baisse de la mortalité maternelle et infantile. Seul un nombre relativement restreint d'individus atteignait ce que l'on nomme parfois l'âge d'or. La vieillesse, en plus de porter atteinte à l'intégrité physique et morale, pose de nos jours un problème d'ordre social. Cette vieillesse peut être source de stigmatisation non pas tellement en raison de l'âge, mais plutôt en raison des signes physiques du vieillissement. Le culte porté à la jeunesse dans un monde où l'apparence fait loi peut expliquer cette stigmatisation. Traités comme des enfants, les vieillards subissent une forme de désubjectivisation, un déni de leur individualité. Les atteintes provoquées par la vieillesse sont tout autant de causes justifiant pour certains auteurs et scientifiques de combattre cette même vieillesse. De plus en plus de scientifiques assimilent la vieillesse à l'ultime maladie de l'homme. La vaincre permettrait l'avènement d'une société post-mortelle. Affirmer de la sorte que la vieillesse constitue l'ultime maladie destinée à être un jour sinon complètement enrayée, du moins dûment contrôlée,
revient à faire du grand âge un passage insensé et des vieillards d'aujourd'hui des perdants face aux conquêtes scientifiques à venir. La biogérontologie repose sur la conviction qu'il est scientifiquement possible d'intervenir sur le processus de vieillissement pour en déceler les effets, ou dans une optique encore plus optimiste, le contrecarrer complètement. Selon le docteur Ronald Klatz, les avenues de la médecine anti-âge sont pratiquement illimitées, puisqu'elles permettront d'ici peu de dépasser les limites de la longévité humaine établies aux alentours de 120 ans, et éventuellement atteindre l'immortalité théorique. Selon ce praticien, les horizons cliniques de la médecine anti-âge s'étendent vers 4 directions principales. La médecine régénérative, les technologies liées à la production et l'utilisation des cellules souches dans le traitement des maladies dégénératives, le génie génétique, et enfin les nanotechnologies permettant d'intervenir sur les processus biologiques. Les autres sujets de réflexion et d'interrogation de ce bouquin sont divers. On y trouvera par exemple des questions d'ordre génétique relativement à la race humaine et aux races humaines. D'un point de vue génétique, les races humaines existent-elles? Et si oui, est-il utile d'un point de vue médical de les différencier? Une ethnie présente-t-elle des caractéristiques génétiques différentes d'une autre qu'il convient de prendre en compte afin de pouvoir proposer une médecine personnalisée et des traitements plus efficaces? Le transhumanisme et le posthumanisme sont-ils de vieilles idéologies ou de nouvelles religions? Alors que des auteurs assimilent le christianisme à une forme de transhumanisme, ces deux notions englobent des thèmes allant de la sélection génétique à la cryogénisation, en passant par le transfert de conscience d'un corps humain à un corps mécanique. On peut dire que si on est naïf, qu'il s'agit là d'une espèce de philanthropie formidable. Cela étant, si on est un peu moins naïf, on s'aperçoit que la limite entre ce qui soigne et ce qui augmente est perdue de plus en plus de vue. Et tout ce qui est mobilisé pour soigner, pour soulager la souffrance, est mis immédiatement au service d'un projet consistant à augmenter, à transformer, à remodeler et finalement à faire advenir autre chose que de l'humain. On peut également retrouver dans ce bouquin des réflexions sur la notion de bien commun, une notion qui était déjà étudiée par Platon dans la République ou Aristote dans son Éthique à Nicomaque. Alors que des millions d'humains vivent dans des contextes de précarités extrêmes, qu'ils subissent pandémies, maladies chroniques et sous-alimentation, d'autres humains dépensent des milliards pour assurer leur santé et leur longévité et se nourrissent de visions post-humaines et transhumaines. Par opposition à cette vision donc, des auteurs soutiennent que la santé doit être vue comme un bien commun et que de ce fait, sa distribution et sa répartition doivent prendre en compte dans une perspective de justice distributive les ressources disponibles dans une société, ce qui pourra faire en sorte que l'intérêt particulier de chacun doit parfois être en partie sacrifié et que chacun devrait accepter cette limitation de son autonomie. Économie, cancer, biotechnologie, bioéthique sont d'autres points développés dans ce livre. Il faut, c'est vrai, une certaine attirance pour les sciences pour apprécier ce livre, mais il n'est pas utile d'être issu d'une formation scientifique à mon sens. Il suffit d'être intéressé pour comprendre et se poser de nouvelles questions.